Le débat est intense autour de l'inflation aujourd'hui chez les économistes de la télé et nos dirigeants. Commençons par remarquer que ces deux professions, économistes de plateau et politiques, ont pour trait commun de s'intéresser bien plus à ce que nous pensons qu'à la réalité économique. Il faut donc revenir à l'essentiel de ce qu'est l'inflation et surtout de ce qu'elle n'est pas. Les banques centrales et autres institutions financières ont pour habitude de définir l'inflation comme la hausse des prix. Comme il n'est pas si facile de définir ce qu'est la hausse des prix, chaque institut statistique de chaque pays définit lui-même son indice de prix standard. Pourtant, si l'on s'en réfère au mot inflation, ce n'est pas de prix dont il s'agit, mais bel et bien de quantité de monnaie. Inflation est un synonyme d'expansion. En astronomie, on parle de théorie inflationniste pour parler de l'expansion de l'univers. Bref, l'inflation est un phénomène d'expansion de la masse monétaire et rien d'autre. C'est pour cela que Milton Friedman disait « L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». Il ne peut en être autrement puisque c'est la définition même de ce concept. Il ajoutait également « Elle est créée ou stoppée par les banques centrales ». Logique imprenable puisque les banques centrales sont les seules à être autorisées à modifier la quantité de monnaie en circulation. Vous n'avez pas le droit de créer la monnaie des banques centrales, ou même d'inventer la vôtre, sous peine de vous exposer à une condamnation judiciaire. La monnaie, c'est sacré, pas touche. Salut, c'est le monteur de Grand Angle. Un petit aparté pour préciser quelque chose sur cette histoire de création de monnaie. Bon, c'est un petit peu compliqué comme concept, mais quand on parle de créer la monnaie des banques centrales, on parle bien d'imprimer des euros ou des dollars. Donc ça paraît logique qu'on n'a pas le droit d'imprimer ses propres billets. Mais pour ce qui est d'inventer une monnaie, c'est un petit peu plus complexe. Vous penserez forcément aux monnaies locales, mais ce sont que des moyens d'échange, des dérivés locaux de l'euro par exemple. En gros, une monnaie locale, c'est un bon d'achat qui est forcément indexé par rapport à l'euro. Bon, comme c'est vraiment pas simple comme sujet, Richard fera prochainement une vidéo pour parler de tout ça. Allez, je vous laisse. Bonne vidéo à vous. Par contre, la hausse des prix, qui est ce qui nous intéresse, est seulement une conséquence seconde et potentielle de l'inflation. Le problème, c'est qu'entre la phase d'inflation et la hausse généralisée des prix, il se passe toujours beaucoup de choses. C'est là que cette vidéo s'appuie sur le dernier article de Charles Gave, publié sur l'Institut des Libertés, car Charles Gave fait partie de ces financiers élevés sur les marchés financiers qui ont connu la dernière crise inflationniste des années 70. Bien qu'il en était au début de sa carrière, il se souvient et nous raconte comment l'inflation s'est installée et a durement frappé les économies occidentales. Comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, la création de monnaie ne crée pas de valeur. L'invention de la monnaie permet de libérer une création de richesse latente, car elle permet aux boulangers et aux bouchers de coopérer plus facilement pour s'échanger du pain et de la viande. Mais ce n'est pas une quelconque création de monnaie qui va faire grandir le veau du boucher plus vite. Nous avons d'ailleurs la chance de vivre une époque où l'interdiction de la création de monnaie, en dehors des banques centrales, a littéralement volé en éclats par l'invention de la crypto-monnaie. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, la question de la supply, c'est-à-dire de la quantité de tokens émis à la création du projet, et durant sa durée de vie, est une question éminente pour chaque crypto-monnaie. D'ailleurs, cette série d'indicateurs est une des premières informations que vous trouvez sur les sites qui listent les crypto-monnaies. Quelle est la quantité totale, la quantité en circulation et la quantité maximale, puisque généralement cette donnée est fixée au lancement du projet pour rassurer les investisseurs. De temps à autre, il y a aussi des cryptos dont la quantité totale n'est pas fixée. Mais ce sujet est étroitement suivi et fait l'objet d'intenses débats. La quantité de monnaie est une affaire sérieuse dans les affaires bien gérées. D'ailleurs, pour beaucoup de gens dans la crypto, si la supply n'est pas connue à l'avance, alors ça sent l'arnaque. Alors pourquoi l'inflation de la masse monétaire est-il un sujet aussi maltraité par les grandes monnaies? Pour une raison simple. L'impression monétaire permet de transformer le stock de confiance dans un pays en argent. Lorsque vous imprimez de l'argent, vous vendez une partie de la confiance. Et ce phénomène d'usure de la confiance prend du temps. Et la hausse des prix ne fait pas surface de façon homogène partout de la même façon. Sur ce graphique, nous pouvons voir l'indice des gilets jaunes développé par Didier Darcet et Charles Gave. L'indice des gilets jaunes est composé pour un tiers des prix de l'immobilier, pour un tiers des produits alimentaires et pour un tiers des prix de l'énergie.
Bref, on l'appelle indice des gilets jaunes car il est beaucoup plus proche de la réalité vécue par les classes populaires qui mettent des gilets jaunes que l'indice de l'inflation qui met en avant les produits électroniques high-tech comme les ordinateurs. Par ailleurs, l'indice de l'inflation minore considérablement le poids de l'énergie et de l'immobilier, pourtant essentiel pour toute famille normalement constituée. Bref, quand je vois ce graphique de l'indice des gilets jaunes, ce que je vois avant toute autre chose, c'est qu'il reflète bien plus le fameux sentiment d'inflation dont parlent les gens normaux, tandis que les économistes de la télé s'évertuent à pointer du doigt l'indice de l'inflation qui correspond bien plus à leur classe sociale de cadres bien payés. Qu'est-ce que tout cela nous dit sur l'inflation à venir ? Tous nos dirigeants s'évertuent à nous expliquer que la hausse des prix est temporaire car elle est due à des goulots d'étranglement dans l'économie que l'on rencontre de ci, de là. D'ailleurs, voyez bien le cas des prix du bois. Ils ont explosé à la hausse début 2021, mais aujourd'hui, ils se sont bien calmés, non ? Oui, c'est vrai, il y a des goulots qui étranglent sacrément l'économie à hauteur du choc que la crise des mesures anti-Covid a provoqué sur l'économie. Par contre, résoudre ces problèmes logistiques à l'échelle mondiale n'enlève rien au problème de l'inflation de la masse monétaire. Au cas où cela aurait échappé à certains, car le phénomène est fortement masqué par le poids gigantesque du dollar et de l'euro dans le monde, la confiance dans les grandes monnaies internationales a déjà commencé à changer de camp. Les obligations chinoises surperforment les obligations US et Europe depuis 10 ans quasiment sans discontinuer. L'envolée des rendements des obligations chinoises depuis 2 ans n'est qu'une accélération de ce phénomène. Aujourd'hui, le dollar et l'euro jouissent encore d'un statut confortable pour cacher la misère. Mais Charles et Didier, avec qui j'échange très régulièrement, suspectent très fortement que les banques centrales étrangères aux USA ont fortement ralenti leurs achats d'obligations US pour se rabattre sur la bourse américaine, qui serait perçue comme une solution de repli, faute de mieux, pour recycler les dollars qu'elles ont entre les mains. Oui, les GAFAM et le S&P 500 pourraient être perçus comme ayant une meilleure qualité que les obligations américaines. Certes, aujourd'hui, l'inflation à 7% aux USA est inquiétante et il se pourrait même qu'elle redescende au moins temporairement, bien qu'elle ne semble pas en prendre le chemin. Par contre, cela ne changera rien au transfert de la confiance qui se fait du dollar et de l'euro vers l'Asie et vers d'autres actifs réels. C'est là où il faut être malin. Les banquiers centraux aidés de nos dirigeants sont en train de provoquer et ou d'organiser, c'est selon, le plus grand transfert de richesse entre la classe moyenne et les très riches, ainsi que de l'Occident vers l'Asie que nous n'avons jamais connue. Tout cela est indécent, mais c'est ainsi. Charge à nous de voir le coup arriver et de nous adapter. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, nous vous proposons une stratégie claire pour diversifier son épargne au-delà de l'euro, du dollar et des actifs sous leur emprise. L'avenir appartient à ceux qui sauront s'adapter rapidement. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Au-delà de nos problèmes d'épargne dont je parle beaucoup sur cette chaîne qui traite de finances, de la même façon que votre garagiste vous parle beaucoup de voitures, c'est le niveau de vie de la classe populaire qui m'inquiète le plus. Je dis populaire avec beaucoup de respect car cela nous rappelle que ces personnes sont une bonne partie du peuple. De plus, cela met en évidence que la classe moyenne que l'on qualifie de moyenne a été coupée en deux. Une bonne partie est devenue ce que l'on appelle les gilets jaunes et une partie bien plus petite a vu ses revenus augmenter. C'est un phénomène issu de la mauvaise gestion de la mondialisation. Au lieu de rentrer dans la compétition, c'est-à-dire refuser de financer notre consommation par la dette et devenir plus compétitif, nous avons vécu au-dessus de nos moyens en constituant de grands déséquilibres. Cela se traduit d'ailleurs par une augmentation structurelle des déficits commerciaux. Comme nous ne sommes pas tous égaux devant le capitalisme de copinage qui consiste à vendre notre tissu industriel, les plus proches de l'administration des copains s'enrichissent et le français moyen, lui, perd la compétition de la mondialisation. La courbe dite en éléphant donne une très belle représentation de ce phénomène. Elle représente la hausse du niveau de vie entre 1988 et 2008 par tranche de revenus dans le monde. Les élites, ou autrement dit les copains coquins, sont tout à droite, tandis que la classe populaire est rigoureusement au plus mauvais endroit. Enfin, dans les pays en développement comme la Chine, qui ont sué sang et eau pour mettre leur pays à niveau, le niveau de vie a considérablement augmenté.
Pas autant que les initiés bien sûr, mais tout de même. Alors ne vous y trompez pas, si vous avez de l'épargne, ne laissez pas les élites s'en occuper et gérez-la par vous-même pour avoir une chance. Si de l'autre côté vous n'avez pas d'épargne, le mieux que je puisse vous proposer, c'est de vous éloigner le plus possible de tous ces systèmes d'aide et d'incitation à faire je ne sais quoi que l'État vous propose et lancez-vous dans la création d'entreprises. Soyez créatifs et croyez en vous car vous êtes votre meilleur espoir. Si vous voulez de l'inspiration ou savoir comment les autres ont fait avant vous pour monter leur entreprise, je vous recommande les vidéos de ma chaîne Grand Angle Entrepreneur. Vous pouvez commencer par celle de Paul Devendre, l'auteur du spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ce sera un bon point de départ. Sur ce, je vous laisse sur ces paroles de Kerry James. La vie est un combat, pour ceux d'en haut comme ceux d'en bas. Si tu n'acceptes pas ça, tu n'es qu'un lâche, alors lève-toi et marche. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.